Ok, bah c'est parti. Ah bah, merci à tous d'être là donc pour la dernière session de l'événement. On va passer sur les. Oui, merci. Sur les premières slides, vous les connaissez, mais c'est toujours important d'en parler, hein. Merci à tous les sponsors de l'événement qui ont pu permettre que cet événement arrive et se passe. Donc, on a aujourd'hui, cette année, plein de sponsors, dont mon petit préféré, mais vous allez deviner lequel c'est. Également, on remercie les 3 communautés qui ont participé à l'organisation de tout cet événement, encore une fois, sans qui rien ne serait possible. Alors, si on rentre un peu dans le sujet, aujourd'hui, on va parler de comment on va pouvoir améliorer nos grilles. Alors, éditable, c'est vrai que j'ai écrit éditable dans le titre de la session, mais on va voir qu'il n'y a pas que. Ça peut être pour la lecture seule aussi. C'était une petite coquille dans mon titre de session, mais tant mieux, c'est une bonne nouvelle finalement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, en 30 secondes, même pas, je m'appelle Clément Olivier, je suis chez Javista depuis 5 ans maintenant. J'ai la chance de faire partie des MVP Business Apps depuis 6 ans je suis toujours très content de travailler sur la Power Platform. On en apprend tous les jours, donc on continue comme ça. Aujourd'hui, on va parler un petit peu agenda. Globalement, qu'est-ce que je vais vous présenter pendant cette session. Pardon. Je vais faire un petit retour rapide sur qu'est-ce que c'est un PCF, pour être sûr qu'on soit tous au même niveau. Je ne sais pas si vous avez tous développé des PCF ou pas, mais dans le doute, je vais revenir rapidement dessus. Petit retour rapide aussi sur la Power Apps Grid. Qu'est-ce qu'elle permet de faire et pas faire par rapport aux autres grilles qu'on a pu connaître. On va rentrer évidemment dans qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à la création des PCF, mais pour les grilles. Et on va rentrer forcément dans un peu de code. On va passer par là et une démo, évidemment. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un PCF? J'ai mis un petit rappel, hein, je ne vais pas passer trop de temps dessus. PCF, Power Apps Component Framework, qui a été mis à disposition par MS en 2019. Il faut savoir que tout ce qui est dans les modèles driven, finalement, ça a toujours été des PCF, mais gérés par Microsoft initialement. Et ils ont voulu étendre ce framework pour justement permettre à la communauté et tous les clients de pouvoir faire ce qu'ils veulent sur les formulaires qu'on connaît aujourd'hui. C'est des contrôles qui sont utilisés, créés et personnalisés en TypeScript. Donc, ça va être le langage qui va être utilisé pour créer les PCF. On les a souvent présentés, et c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui d'ailleurs, comme le remplaçant à l'époque, on va dire à l'époque, quand les PCF n'étaient pas mis à disposition des partenaires et des développeurs, il fallait souvent déployer de l'HTML, du CSS et du JavaScript pour rajouter des nouvelles fonctionnalités dans vos formulaires. Aujourd'hui, c'est possible de le faire directement intégré complètement à notre formulaire dans les modèles driven. Ce qui va être intéressant ici, contrairement justement au combo des trois langages dont je viens de parler, c'est qu'on va pouvoir, les PCF, vous proposer entre autres sur tout ce qui est NPM. Donc, c'est une librairie, c'est des librairies, vous en avez des centaines de milliers. Je n'ai pas regardé le nombre, hein, mais je pense qu'il y en a énormément. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir exploiter des librairies qui sont déjà existantes pour la conception de nos contrôles. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. Je ne sais pas, calculer une date en fonction, c'est bête comme exemple, mais il y a sûrement des librairies qui font automatiquement. Et du coup, juste en intégrant ces librairies dans notre contrôle, on va pouvoir exploiter cette librairie simplement dans nos contrôles derrière. Ensuite, comme je l'ai dit rapidement, les PCF, ça nous permet de personnaliser un peu plus, en allant un peu plus loin, les formulaires de Model Driven et Canvas. Alors, il y a des subtilités dans les méthodes de développement pour les PCF des deux types, mais on peut très bien imaginer créer un PCF qui va exister et fonctionner sur les deux types d'applications. Les deux types d'applications. Donc, faire une fois le développement pour que tous nos makers et nos utilisateurs derrière puissent s'en servir dans différents contextes. Et souvent, c'est vrai que les CPCF permettent d'améliorer l'expérience utilisateur pour aller un peu plus loin que ce que permettent de faire les champs classiques ou les formulaires classiques. Là, je vais vous montrer des petits exemples. Alors, c'est un exemple d'une extension d'un champ texte. Il y en a sûrement certains d'entre vous qui ont connu ce qu'on appelait les adresses composites.
où on pouvait, en cliquant sur le champ adresse, ça sortait justement ce petit bloc de sous-champ, et ça permet de gagner de l'espace sur le formulaire, mais tout en rendant lisibles les choses. Alors, je me suis amusé à en faire un. Alors là, c'est avec 3 champs. On pourrait très bien en mettre X si on le souhaite. Et donc, l'idée, c'était un peu de recréer ce type de contrôle pour justement, encore une fois, minimiser peut-être l'espace que ça peut prendre sur un formulaire. Et pour simplifier la vie d'utilisateur, c'est toujours le but. L'autre type de PCF que j'avais réalisé il y a quelques temps, c'est celui sur lequel je me suis le plus amusé. L'idée, c'était de pouvoir attacher un contrôle sur un lookup, sur un champ de type lookup, et de pouvoir aller éditer l'enregistrement directement depuis le même formulaire. Donc, sans devoir aller naviguer d'un enregistrement à l'autre, de pouvoir récupérer de façon standard un formulaire défini. Et là, je suis capable d'aller, depuis mon compte, éditer mon primary contact directement depuis le même formulaire. Alors, c'est vrai que celui-là, je ne le maintiens plus beaucoup parce que Microsoft a trouvé l'idée tellement bien qu'ils l'ont fait en standard. Mais voilà, c'est un exemple vraiment d'enrichissement du formulaire, en tout cas selon moi. Bien sûr, je ne vais pas mettre des exemples sur tous les champs, sur tous les types de champs. On peut créer des PCF sur quasiment tous les types de champs aujourd'hui, peut-être à quelques détails près. Et là, ce qui va nous intéresser, nous, ça va être voilà, les extensions des grilles. Alors, je vous mets juste un screenshot. On va rentrer dans des détails un peu plus détaillés après. Mais vous voyez là, c'est typiquement une grille, une Power Apps Grid qui a été un peu améliorée. On voit qu'il y a des icônes, des couleurs, des têtes de personnes. Et ça, c'est quelque chose qui a été personnalisé sur nos grilles. Donc, voilà, point de vue visuel, c'est un peu plus attractif, je trouve. Et je me dis que en faisant des petites modifications, ça peut permettre de participer à l'épanouissement de nos utilisateurs sur notre modèle Driven App. Donc ça, et dernier point, des PCF, il y en a plein sur le site PCF Gallery. Donc là, ce que je vais montrer, c'est, entre guillemets, je l'ai redéveloppé, mais on pourrait très bien imaginer reprendre des contrôles déjà existants et de les intégrer dans nos personnalisations qu'on va faire au niveau de la grille. Donc un PCF qui étend un champ texte pour faire un comportement spécifique. Je n'ai pas besoin de tout redévelopper. Je vais pouvoir aller le récupérer, entre guillemets, packager et l'intégrer dans ma grille. La Power Apps Grid, alors rapidement encore une fois, on peut rendre la grille éditable. C'est énorme. Non, plus sérieusement, là, je liste quelques fonctionnalités. C'est des fonctionnalités standards qui sont paramétrables en oui, non, quand on va aller configurer nos grilles. On peut activer des filtres, évidemment. Ça, c'est intéressant, ce qui n'existait pas forcément avant. On peut activer l'infinite scroll. Avant, il fallait toujours changer de page. On pouvait afficher 250 enregistrements au maximum par page. Et donc, on avait toujours besoin de changer de page. Ce n'était pas forcément le plus simple point de vue utilisateur. Petit changement aussi, ça c'est du standard aussi. Quand vous configurez des option sets, vous pouvez définir que une couleur pour chaque valeur de cette option set. Et là, pareil, on a un petit paramétrage. On peut indiquer que dans ma grille, au lieu d'afficher juste la valeur textuelle, je veux que le fond de ma cellule prenne la couleur de cette valeur. On peut afficher des icônes. C'est un peu anecdotique, mais en haut de la grille, on va le voir après, on peut afficher les icônes en fonction des types de données qui peuvent indiquer à l'utilisateur si c'est une colonne de date, de texte, de choix ou autre. Et surtout, ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est de pouvoir personnaliser l'expérience utilisateur. Alors là, je vais vous montrer quelques screenshots c'est une collègue MVP, on va dire, qui les avait mis à disposition. Donc, je trouvais que c'était assez parlant. Donc, pour éviter de réinventer la roue, je vais vous montrer un cas concret de ce que j'ai développé après. Mais voilà, on peut voir ici que typiquement, la liste des option sets, elle a réutilisé un contrôle qu'elle avait déjà fait pour les formulaires à la base. Et ici, vous allez voir par rapport au standard que l'aspect est un peu plus sympa visuellement. Ici, un autre exemple, c'est qu'elle récupère sur une colonne toutes les personnes qui sont liées à un enregistrement. Donc, encore une fois, l'idée, c'est toujours d'éviter de minimiser les clics pour vos utilisateurs.
Donc là, depuis la grille, tout simplement, je peux savoir que pour l'équipe d'Australie, il y a 4 personnes qui sont liées à cette équipe. Et donc, je peux tout simplement avoir un maximum d'informations directement quand je me balade dans la grille. Et dernier exemple qu'elle a réalisé, ici, c'est pour compter le nombre d'activités en lien avec des comptes. Et quand on clique sur ces petites bulles, ça ouvre justement cette page à droite, cette modale, la modale dialogue, qui permet justement d'aller voir, sans, encore une fois, sortir du contexte de la grille, la liste de ces activités. Petite explication. Alors, je suis désolé. Ah non, c'est bon, très bien. Je pensais que j'étais en mono écran, mais c'est très bien. Pour aller personnaliser cette grille, finalement, on va avoir deux manières de le faire. Vous me dites c'est trop gros, non, c'est bon. Pour les sous-grilles, vous allez pouvoir le faire depuis le nouveau Maker, enfin, le portail classique que vous connaissez. Donc, si vous allez, il n'a pas changé, c'est très gros. Si vous allez dans votre solution, votre entité, pardon, c'était le compte pour l'exemple, vous allez dans vos vues. Ah, excusez-moi, petite coquille, c'était sur le contact. Dans vos vues, vous allez voir que si vous allez éditer votre vue, vous allez avoir un petit bouton componente qui va apparaître en haut. Et ici, vous allez pouvoir aller choisir pour cette sous-grille d'aller récupérer un composant qui vient de Microsoft. Et en l'occurrence, nous, ce qui va nous intéresser, elle est où elle est là, pardon. De l'ajouter. En sectionnant cette partie-là, on a tous les paramétrages donc, que je vais vous montrer. Est-ce qu'on veut activer l'édition? Est-ce qu'on veut activer les filtres, les sortes, etc. Et nous, ce qui va nous intéresser derrière, c'est surtout ce champ-là, dans lequel on va définir le nom du contrôle qu'on a déployé et qu'on veut utiliser pour surcharger justement le rendu. Alors ça, c'est pour les sous-grilles. Et pour les vues, quand on va se balader dans la model driven, je n'ai pas trouvé comment faire depuis le nouveau portail. Alors, dites-moi si je pense que c'est pas possible, mais j'ai peut-être raté de comment. Donc là, je vais montrer sur l'ancienne interface pour le coup. On va aller, quand on va sélectionner l'entité, ici, on va avoir un petit onglet qui s'appelle contrôle. Et on va retrouver un peu l'équivalent de ce que je vous ai montré à l'instant. On va pouvoir ajouter notre contrôle, donc la Power Apps Grid que j'ai déjà sélectionné à l'instant. Et ici, en allant sur notre... on retrouve les mêmes propriétés, hein, évidemment. Et là, typiquement, j'ai indiqué que pour mon entité contact, quand je vais me balader sur une vue, contact, je veux afficher mon contrôle, qui va surcharger le rendu graphique. Avant, l'idée étant... pardon, j'ai... Ah, pardon. L'idée finale aujourd'hui, pas simple, les multiclics, c'est de... C'est ça, c'est le rendu graphique que je vais pouvoir avoir juste avec de la configuration. Comme je vous disais, j'ai rajouté des petites icônes en haut. Voilà, je peux filtrer, etc. Et mon rendu avec mes option sets standards, ça va être comme ça. Alors, c'est sympa, ça donne un peu de couleur, mais c'est pas très sexy, j'ai envie de dire. L'idée, c'est qu'on va essayer d'améliorer ça. Alors, avant de rentrer dans le code, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ces PCF de type grille, par rapport au PCF classique. Donc, on va retrouver deux nouveaux fichiers TSX dans notre projet de PCF. On va avoir un fichier qui s'appelle Cell Renderer Overrides, qui va nous permettre de personnaliser l'aspect lecture. Donc, quand je vais arriver sur ma grille, comment je veux que mes contrôles soient affichés. Et je vais avoir l'équivalent quand je vais pouvoir éditer. Ce qui veut dire que je vais avoir la flexibilité d'avoir une expérience potentiellement utilisateur différente pour la lecture et l'écriture. On va avoir notre fichier aussi qui va s'appeler les types. C'est ce qui va embarquer toutes les méthodes et les propriétés qui vont être utilisables quand je vais aller développer justement mes composants pour les champs de texte, les champs d'options, les champs lookup, etc. Avant de rentrer dans le code, parce que comme ça, je sortirai plus de mon Visual Studio et ça sera plus simple, quelques petites bonnes pratiques quand on va développer justement ces contrôles. L'idée, c'est vraiment de
d'avoir en tête qu'on veut modifier l'aspect de la cellule, pas de la grille complète. Donc, typiquement, changer les métadonnées, c'est-à-dire rajouter des colonnes, les modifier, resizer les colonnes, c'est pas du tout le but de ce type de PCF, en tout cas. Si vous êtes amené à penser, à avoir ce besoin, peut-être créer tout simplement un PCF de type dataset et recréer votre grille au complet. Mais là, c'est vraiment pas le but. Vous allez perdre en efficacité, en performance. En termes de performance, justement, il faut imaginer qu'à chaque fois que vous allez appeler une ligne de votre grille, potentiellement, une des cellules, ou plusieurs d'ailleurs des cellules, vont être transformées. Donc, il faut que le rendu que vous souhaitez donner soit le contrôle, en tout cas, soit le plus léger et le rapide possible. Parce que si vous avez une grille avec 1000 lignes et que vous faites un appel API à chaque fois parce que vous avez besoin de récupérer une info à droite à gauche, vous imaginez que les 1000 lignes, elles vont mettre un paquet de temps à s'afficher. Donc, c'est pas le but. Il faut vraiment que finalement l'expérience utilisateur soit la même. C'est juste l'aspect visuel qui va un peu changer, et fonctionnel, on le verra après. Idéalement, il faut essayer de rendre ces contrôles accessibles. Il faut penser à tout le monde. Petit point important, quand on va aller éditer rendre éditable nos informations, on peut les manipuler. Et évidemment, il faut faire attention à ce que le type d'entrée soit le type de retour, parce que quand on va aller modifier une cellule, la grille va automatiquement essayer de sauvegarder vos modifications, pardon. Et du coup, pour éviter les mauvaises surprises utilisateurs, en ayant un petit bandeau rouge en disant la sauvegarde n'a pas fonctionné, erreur, contactez votre admin. Voilà, faire attention. Ça paraît anecdotique aussi, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on va développer notre contrôle. Ça, c'est quelque chose qui, quand on va aller générer nos différents contrôles, on peut être amené à construire des éléments React, donc rajouter des éléments dans le DOM notamment. Et dans ces cas-là, il faut bien faire attention que quand on va tuer, finalement, quand on va rafraîchir la page, typiquement, il faut bien penser à faire ce dispose, c'est le nom de la méthode, de cette destruction, on va dire, du contrôle pour justement libérer ce DOM et éviter qu'il y ait des collisions quand on va régénérer la grille et qu'il va essayer de régénérer potentiellement les mêmes contrôles avec les mêmes identifiants. Et le dernier point, alors je vais un peu enfreindre cette règle juste pour la démo, mais l'idée c'est que on garde toujours la valeur de la base, finalement, de notre Dataverse quand on va faire le rendu graphique. C'est-à-dire que, on verra juste après, dans ma démo, je dis que quand j'affiche la colonne des villes, pardon, je vais rajouter un petit texte en disant l'utilisateur habite dans cette ville, et je vais mettre cette ville en gras. Là où ce n'est pas forcément une bonne pratique, c'est que l'utilisateur, finalement, qui va se servir de votre grille, il va se dire que je vais pouvoir chercher la totalité du texte que j'ai affiché dans ma grille, alors que concrètement, dans ma donnée, j'ai que le nom de la ville. Donc, ça peut les induire en erreur, typiquement pour les filtres. Quand je vais essayer d'aller chercher lives in, on verra tout à l'heure, je vais avoir 0 résultat. Donc, ce qui peut être un peu problématique et ce qui peut les induire en erreur là-dessus. Du coup, voilà, j'ai essayé de passer assez rapidement. Je vous propose de rentrer justement dans le vif du sujet, dans le code, et je vais essayer de faire quelques étapes de code pour montrer comment on fait pour justement aller de ce qu'on a vu de la grille classique qu'on a vu à quelque chose d'un peu plus sexy, on va dire. Alors du coup, on va rentrer dans le code maintenant, après la présentation. L'idée, ça va être un peu de vous montrer qu'est-ce qui a changé par rapport à un PCF classique et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire quand on va, les différentes propriétés auxquelles on va avoir accès, etc. Premièrement, on va rester dans l'index. Qu'est-ce qu'on va retrouver de différent? On retrouve les fonctions classiques, la init qui va être appelée au chargement du contrôle, le premier chargement, l'update view qui typiquement pour un PCF classique, je dirais, va être appelé à partir du moment où il y a une interaction entre la donnée le champ sur lequel est attaché le PCF et le PCF en lui-même. Le getOutput permettra justement de récupérer les données du contrôle sur lequel est attaché le champ, ou d'indiquer au formulaire de la model driven app que le PCF a interagi avec la donnée et qu'on pousse cette donnée à nouveau. Et le destroy, ça va te permettre justement de faire le nettoyage quand on va tuer le PCF pour éviter qu'on surcharge le DOM et qu'il y ait des effets de bord, comme on peut le voir ici.
Vous voyez que ici le code, j'ai quasiment rien touché. J'ai rajouté 4 lignes. Alors, c'est ça qui va être intéressant ici, c'est que dans l'index.ts, finalement, j'ai quasiment que ça à faire. C'est-à-dire que je récupère un événement. Alors ça va être un événement qui est auto-généré, donc j'ai pas besoin de m'en soucier. C'est l'événement qui indique que la grille justement va être chargée. Et une fois que j'ai cet événement, donc que la grille est concrètement chargée, je vais lui appeler cette fameuse classe qu'on va voir dans quelques instants dans le fameux fichier type que je mentionnais juste avant. Cette classe qui va nous permettre de passer en paramètres soit notre alors, on va avoir 2 paramètres à l'instant T que je vais vous présenter. La classe qui va vous permettre de surcharger l'aspect lecture seule des cellules et la classe qui va permettre de surcharger le mode d'édition de ces cellules. Donc, j'initie cet objet, cette interface avec mes 2 composants, et après je l'attache aux différents événements de la grille pour qu'ils puissent automatiquement faire le lien entre mes contrôles personnalisés et les actions de l'utilisateur dans la grille. Si je rentre dans les détails, donc dans justement les fichiers TSX qui permettent de surcharger les éléments, là typiquement on va être dans la classe qui va permettre de surcharger la rendue lecture seule. On peut voir qu'on retrouve cette classe avec un ensemble de propriétés je pourrais vous montrer par la suite. Et ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on peut voir que on va avoir pour le type texte ici un ensemble de propriétés et d'informations liées à la grille. Je vais vous montrer avec le développeur tool juste après, qu'on peut indiquer ce qu'on veut faire. Donc là, typiquement, pour la typologie de données texte, je peux pouvoir personnaliser quelque chose. Pour la typologie de données date, chiffres, devises, etc., je vais pouvoir faire ce que je veux. Donc là, on rentre dans ce qui est intéressant. On commence à avoir la chose intéressante, c'est je vais avoir la granularité de la donnée pour personnaliser mon rendu. Si je reprends ma grille ici, c'est-à-dire que je zoome un petit peu pour qu'on puisse mieux voir, c'est-à-dire que je peux à la fois maîtriser ce que je vais afficher dans un champ texte, tout simplement, d'un champ de currency, d'un champ de booléen, etc. Donc là, ça va être vachement intéressant. Côté editor, on retrouve la même approche, hein. C'est tout simplement que la classe d'édition retourne certaines propriétés différentes, évidemment, de la lecture seule. Si je rentre rapidement dans les tips, l'idée c'est pas forcément de vous montrer la totalité des propriétés. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir par la suite par vous-même, bien sûr. On retrouve justement les deux interfaces dont je parlais à l'instant. Et on peut voir que, par exemple, pour la partie d'affichage, je vais avoir un ensemble de propriétés qui vont pouvoir me servir. Récupérer la valeur de ma cellule par défaut. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire quand on va cliquer sur la cellule? Est-ce que je vais pouvoir indiquer à ma grille que je commence à éditer le champ ou pas? Je vais pouvoir forcer cette information. Je peux récupérer des types, etc. On va avoir un entre guillemets équivalent pour l'édition. Qu'est-ce que je peux récupérer, le format, est-ce que je veux valider, qu'est-ce qui se passe quand je change l'information. Et ce qui va être intéressant dans ce type-là, c'est que, comme je le disais, la quasiment totalité des champs est supportée, bien sûr. Ce qui veut dire que vous avez la possibilité, on a l'ensemble, hein, j'ai pas fait le parallèle entre cette liste-là et la liste des champs qu'on peut créer dans le Dataverse, mais je pense qu'on approche de très près la totalité des types de champs. Euh, et vous pouvez voir que du coup, on a la main pour personnaliser la quasi-totalité des champs. Donc ça va être vachement intéressant. Alors là, je vais vous montrer une première étape, c'est-à-dire comment on va personnaliser, faire une première personnalisation. Donc là, on a un code ici qui commence à prendre forme. C'est-à-dire que là, on indique que pour tous les champs texte, je veux que tout simplement retourner un label avec une couleur verte et la valeur du champ. Pour les types currency, je vais rajouter un peu plus de logique, c'est-à-dire que, alors une petite logique, hein, bien sûr, c'est-à-dire que si ma valeur de mon champ de devise est supérieure à 100 000, je vais l'afficher en bleu, sinon je l'affiche en rouge. Donc, si je sauvegarde ici, que je laisse mon navigateur se rafraîchir, on va voir qu'on va changer un petit peu le rendu. On va rentrer dans quelque chose, alors esthétiquement, c'est sympa, hein, vous voyez, on a du vert. Comme on l'a dit avec la règle juste à l'instant, toutes les valeurs en dessous de 100 000 sont en rouge, les valeurs bleues sont au-dessus de 100 000.
Donc ça, c'est top. On commence à avoir quelque chose. Donc vous voyez, en quelques lignes de code, j'ai un peu transformé ma grille. Elle est un peu plus esthétique, je trouve en tout cas. Et voilà. Vous l'avez vu, on a juste modifié l'édition. Alors, là, c'est vraiment l'affichage on a juste modifié l'affichage, pardon. Ce qui va m'embêter ici, c'est que quand je double-clique dans mes champs, je vais plus pouvoir éditer ma valeur. C'est-à-dire que comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un peu comme les contrôles qu'on va créer dans les Canvas Apps. Je commence d'une page blanche, entre guillemets, et je définis mes propriétés. Qu'est-ce que je veux qui se passe quand je clique, qu'est-ce que je veux qui se passe quand je valide avec ma touche entrée, etc. Ce qui veut dire que ici, typiquement dans la grille éditable, il y a deux manières de rentrer dans l'édition. Soit je double-clique comme je peux le faire avec le champ email, soit je sélectionne ma cellule et j'appuie sur entrée. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de double-cliquer. Alors, c'est une habitude, hein. Certains d'entre vous, peut-être, ont l'habitude de taper sur entrée. Mais là, typiquement, dans ma cellule que j'ai surchargée, mon seul moyen à l'instant T de rentrer dans l'édition, c'est d'appuyer sur entrée. Et là, je vais pouvoir changer mon Lyon par Paris, par exemple. Et là, on va voir que la sauvegarde est automatique. Sauf que moi, en tant que Clément, je veux absolument pouvoir appuyer sur ma touche, double-cliquer tout simplement, pour être sûr que je veux modifier ma cellule. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? Si je reprends un peu le texte, l'idée c'est de tout simplement d'indiquer qu'est-ce que je veux faire quand je vais cliquer sur ce label. Et en l'occurrence, je veux rentrer dans l'édition. Donc si je reprends un peu ce petit code, alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Plusieurs choses. Je vais vous montrer dans les détails juste après. Première chose que j'ai fait, c'est que je récupère mon nom de colonne. L'idée ici, c'est au-delà du clic, c'est de pouvoir un peu maîtriser qu'est-ce que je veux pouvoir impacter comme cellule. Tout à l'heure, on a vu qu'on impactait le type de données. Et là, je vais aller un peu plus de façon un peu plus granulaire, c'est-à-dire que je veux pouvoir changer ma couleur de champ uniquement pour ma colonne de ville. Donc ici, qu'est-ce que je récupère le nom de la colonne. Je m'assure que c'est bien le nom de la colonne que je souhaite pour surcharger le rendu visuel. Et sinon, bah, je fais rien, je laisse l'expérience utilisateur classique. Ici, qu'est-ce que j'ai fait justement pour en revenir à notre fameuse édition? Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai tout simplement rajouté cette partie-là. Donc, j'indique à mon contrôle que une fois que je clique sur ma cellule, je rentre dans l'édition. Comment je fais ça? C'est tout simplement quand j'appelle cet événement-là, je rentre dans la propriété édition. Donc ici, ça va être intéressant. Si je sauvegarde et que je rafraîchis ici, vous voyez la différence, comme vous le voyez, le full name est retourné dans le rendu graphique classique. Et là, si je clique, eh ben, je peux enfin rentrer dans l'édition de mon champ. Donc ici, on était sur Lyon tout à l'heure, super. Donc je sauvegarde mon Lyon. Ce qui est intéressant ici avec ce propre start editing, c'est que là, cette méthode permet d'indiquer à la grille que l'utilisateur souhaite rentrer dans l'édition et on peut rendre le champ justement éditable. Ce qui va être intéressant dans cette propriété, c'est qu'on a une possibilité de surcharger la valeur par défaut. Par exemple, si on veut s'assurer que l'utilisateur ne rentre pas une fausse information en fonction de certains critères, on peut faire du surcharge. Par exemple, si j'écris par défaut démo ici, tout simplement, ça va dire quoi? Ça veut dire au contrôle, bah écoute, dès que tu rentres dans l'édition de ce champ-là, bah tu vas forcer l'information de démo. Donc ça peut être intéressant pour justement, comme je le disais à l'instant, éviter les erreurs d'entrée d'informations. Par exemple, si je prends notre ami Redmond, vous voyez, c'est surchargé en démo tout seul. J'ai pas eu besoin de entre guillemets de rentrer l'information. Je lui ai dit que je veux forcer le démo. Si on veut rentrer un peu plus dans les détails, je vais vous montrer un petit peu justement comment on récupère les informations, et comment on peut les traiter derrière. Alors, je vais mettre un petit point d'arrêt ici et on va justement rentrer dans les détails de ce dont je voulais parler tout à l'heure, les fameux props écoles, pour justement voir comment on peut s'en servir pour maîtriser au mieux la granularité des déclenchements et des surcharges qu'on veut faire. Alors ouais, voilà, j'ai mon point d'arrêt qui s'est déclenché. Alors, dans les props, on va afficher notre console qui est ici. Hop.
qu'est-ce qu'on va retrouver ici dans notre props? On va retrouver un ensemble de critères qui correspond, de propriétés, pardon, qui correspond au champ qui est en train d'être rendu. En l'occurrence, là, on est dans la première dans la première ligne des données et la première colonne. Donc, on est sur la colonne qu'on va retrouver ici avec la valeur. Donc, c'est ma colonne full name. Et je récupère ma valeur, j'ai le type, je peux avoir le rendu, le style de rendu. Enfin, j'ai un ensemble de propriétés. Ici, dans l'exemple, nous, on va se servir que quasiment du formatted value parce que je veux récupérer le texte que je veux afficher dans mon contrôle. Je ne veux pas le cacher, évidemment, pour mon utilisateur. Et vous voyez, on retrouve le start editing qu'on vient d'utiliser. Donc, le prop, ça va vraiment être autour de ma cellule, ma donnée. Et ensuite, on a la propriété call. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que cette propriété call va nous retourner l'ensemble des colonnes qui sont définies dans ma vue. Ici, on l'a vu tout à l'heure, j'ai 9 colonnes, donc j'en ai rajouté 9. On a cette définition des 9 colonnes ici, donc j'ai dans l'ordre d'affichage évidemment, le nom, etc., le type. Donc si on rentre dans les détails, on a de plus en plus d'informations sur lesquelles on pourrait capitaliser pour faire les traitements. Et vous voyez que juste en dessous, on a justement le numéro d'index de ma colonne qui est en cours d'affichage. Ce qui veut dire que c'est exactement ce que je fais tout à l'heure dans mon code ici. Je récupère l'index de ma colonne qui s'affiche en cours et je vais récupérer justement depuis mon tableau de l'ensemble de mes colonnes laquelle est en train de s'afficher. En l'occurrence, là avec l'index 0, je récupère le full name. Donc c'est ce qui va me permettre de faire ma vérification justement ici. Est-ce que ma colonne name est égale à l'adresse ici? Alors en l'occurrence, là je suis sur le full name, on peut le voir ici. On peut le voir ici. Donc je ne rends pas ma surcharge. Donc voilà, c'était rapidement pour vous montrer. Donc on a un ensemble de propriétés, on peut récupérer l'enregistrement en cours pour faire des appels API si on veut. Enfin, on a accès à plusieurs choses qui sont intéressantes. Alors je vais enlever le breakpoint, super. Donc voilà, première modification, vous avez vu qu'il y a quelques lignes, hein, c'est pas grand chose, et on a mis un peu de couleur, donc visuellement, j'ai pas besoin de réfléchir à typiquement mon histoire de devise, j'ai plus besoin de réfléchir au montant, c'est vraiment visuel d'entrée de jeu. Ensuite, on va rentrer un petit peu dans dans des choses un peu plus concrètes. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans des exemples d'édition. Là, en l'occurrence, je vais prendre le côté éditeur et je vais le modifier. Donc là, qu'est-ce que je fais en quelques secondes? Je vous explique. Je récupère ma colonne, toujours la même chose, hein. Je récupère ma valeur qui est dans la colonne. Et je vais tout simplement ici indiquer que quand je rentre dans l'édition de mon champ téléphone, donc téléphone 1, parce que j'ai deux colonnes de type téléphone dans ma vue, donc moi je veux impacter uniquement mon type téléphone 1, pardon. Et tout simplement, j'indique que quand je rentre en édition, quand j'appuie sur entrée ou je double-clique sur ma cellule, hein, bah, je veux surcharger l'aspect visuel avec cette ligne-là. Je vais sauvegarder ça, on va aller voir ce que ça donne pour voir la différence justement entre mon champ business phone, donc qui est le téléphone 1 avec le nom technique. Donc j'ai mon téléphone 1. On peut voir que si je rentre dans l'édition, tada, j'ai mon champ qui apparaît avec mon icône de téléphone. Si je prends mon champ de téléphone à côté, mobile phone, vous voyez qu'on garde l'expérience classique. Donc là, très bien, je vois que quand j'édite, je vois ma petite icône de téléphone, c'est génial. Par contre, on va aller voir que si je veux changer l'information, vous voyez que il n'y a pas de sauvegarde, on n'a pas le petit rond sur la gauche qui s'affiche quand on va changer une autre information comme on l'a vu tout à l'heure. Je sauvegarde pas. Tout simplement pourquoi c'est l'écho c'est en rapport avec ce qu'on disait juste avant, avec la partie édition. Je suis capable de maîtriser de bout en bout ce que je veux pouvoir faire avec mon contrôle. C'est-à-dire que ici, bah, j'ai juste dit affiche-moi le texte et c'est tout, de façon brute, on va dire. Donc, si on suit la logique de tout à l'heure, ici on va aller indiquer que qu'est-ce qu'on va faire quand on va changer l'information dans notre cellule. Donc, on lui ajoute simplement cet attribut et la méthode qu'on veut déclencher sur cet événement. Et qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? C'est tout simplement, on va appeler cette fameuse information cell on cell value change qui fait partie de ce qu'on a vu dans le type .ts tout à l'heure.
Et comme l'indique la doc, qui est bien faite, à chaque fois qu'on va avoir un changement, on va notifier la grille qu'il y a eu un changement. Donc, dès qu'il y a une valeur qui a été insérée, modifiée dans ma grille, dans ma cellule, bah, je vais notifier ma grille qu'il y a une modification et, auquel cas, que l'enregistrement automatique se déclenche. Donc là, si je sauvegarde ici et que je retourne sur ma grille, que je rafraîchis évidemment, on va et qu'on retourne dans notre champ business phone, donc le comportement est toujours le même. Par contre, si je rajoute des chiffres ici, vous voyez que il y a notre enregistrement automatique qui est déclenché et du coup, on a bien quelque chose de fonctionnel. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a surchargé le rendu graphique et on retrouve l'équivalent de ce qu'on avait avant. Donc je peux modifier ma valeur comme le champ classique. Donc ça, c'est plutôt cool. On a vu une partie du coup édition, une partie lecture. Euh, Maintenant, on va faire un all-in. On va aller voir justement qu'est-ce qu'on peut faire justement avec toutes les petites modifications. Et on va voir justement les petites choses qui sont intéressantes derrière. Alors, je fais mes petits copier-coller et je reviens sur le code dans quelques instants. Hop. Et dans mon index. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Et ensuite, on va rentrer dans les détails. Euh, donc là, vous voyez, on a ce qu'on avait avant. Et là, si je rafraîchis, ça va être vachement plus sympa. Enfin, j'espère que vous êtes en phase avec moi. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport à tout à l'heure? On a notre champ de devise n'a pas changé. Le champ de ville, comme je le disais tout à l'heure, j'ai surchargé l'affichage. Donc, concrètement, dans la base de données, j'ai que mon texte en gras, hein, mais voilà, un petit texte pour rendre sympa. Mes champs d'option set, on a réutilisé un contrôle qui a été développé par Diana et notre MVP. Donc, ce que j'indiquais lors de la présentation, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de réinventer la roue. On pourrait utiliser des contrôles déjà existants et les intégrer dans notre PCF de surcharge de grille. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu d'avoir un champ booléen, bah, on veut afficher des petits pouces. Et ce qui va être sympa, c'est que l'expérience utilisateur va être améliorée. J'ai plus qu'à cliquer pour changer la valeur de mon pouce. Et derrière, bah, ça passe à true et à false automatiquement, hein. Donc ça, c'est vachement sympa. Et le petit plus, alors pour moi qui donne une vraie valeur ajoutée sur la grille, au-delà de l'affichage graphique, c'est typiquement si je prends l'email, quand je clique sur mon texte d'email, c'est sympa, je peux changer mon email, je peux l'appeler Azej, voilà, super. Et là où ça va m'intéresser, c'est la petite enveloppe. Si je clique sur la petite enveloppe, alors le premier clic est toujours un chouïa plus long que les autres, mais vous voyez, je lui indique bah, que quand je clique sur l'enveloppe, bah, mon utilisateur il va envoyer un email à ce contact en l'occurrence, euh, ou à quelqu'un en rapport avec ce contact. Donc ça récupère automatiquement mon contexte utilisateur. Je peux remplir à qui je veux l'envoyer, le sujet, la description. Je pré-remplis le regarding concernant. Et après, du coup, mon utilisateur il peut faire tout simplement des mots PPFS et on va dire hello tout simplement et il peut tout simplement sauvegarder son email et l'envoyer d'entrée de jeu. Donc, ce qui est vachement intéressant ici, selon mon point de vue, c'est que j'ai pas eu besoin de rentrer dans le contact, d'aller sur le timeline, faire le petit plus, créer une activité, mon email, etc. Je reste dans ma grille et je n'en sors pas quasiment pour faire une bonne partie des actions que je pourrais être amené à réaliser. L'idée étant toujours de maximiser la productivité. Alors là, je l'ai affiché en pop-up, on aurait pu l'afficher sur la droite, comme on le voyait dans les screenshots de tout à l'heure. Euh, mais il y a plein d'approches. Alors, si on rentre dans le concret, je reviens sur plusieurs choses. Au départ, dans les bonnes pratiques, on disait qu'il justement il faut minimiser les appels API. En l'occurrence, pour utiliser le contrôle le colorful option set qu'on voit avec les petits ronds, il faut en paramètre d'entrée de ce PCF l'ensemble des couleurs, des propriétés de couleurs qui sont reliées à cet option set. Donc, au lieu d'appeler de faire cet appel API pour chaque cellule d'option set, qui est inutile parce que finalement c'est le même champ, bah, je vais faire mon appel dans mon index quand on va charger le contrôle. Donc, je récupère toutes les propriétés de mon champ qui s'appelle comme ça. Je stocke dans une couleur et moi je vais surcharger l'interface qu'on a vue tout à l'heure, officielle, on va dire, la standard.
je vais la surcharger avec une méthode par-dessus pour justement avoir la possibilité de lui passer des paramètres. En l'occurrence, là, j'ai parlé le paramètre color de l'ensemble de mes couleurs pour le control option colorful option set, et je vais vous passer le contexte qui va nous servir, je vais vous montrer dans quelques instants, pour justement afficher cette pop-up pour envoyer des mails. Donc vous voyez, je suis pas limité à juste appeler mes méthodes et travailler en vase clos, on va dire. Je vais pouvoir rajouter ma propre méthode d'appel pour lui passer autant de paramètres que je veux. Donc voilà, optimisation, je fais ma requête une fois et après je m'en sers à l'intérieur. Après, y a rien d'autre qui change, pardon. Si je rentre dans mon édition, ici, j'ai rajouté plusieurs choses. Vous voyez, ici, pour l'option set, j'indique que je récupère ma propriété de couleur que j'ai passé en paramètre ici. Je vais la traiter. Et derrière, tout simplement, j'appelle mon contrôle colorful drop-down, option set, avec mes différentes propriétés, qu'est-ce que je veux qu'il se passe quand je change. Donc ça, c'est intéressant. Je l'ai utilisé, je l'ai pas recodé. Je l'ai tout simplement intégré dans mes contrôles ici. Vous voyez, on le retrouve ici. Donc le contrôle qui est fait complètement ici. Et je peux le réutiliser facilement. Ensuite, on a l'aspect let option set. Donc là, ici, on indique que quand on clique, on veut tout de suite charger la valeur différente. Donc à chaque fois que je vais cliquer, je veux pré-sauvegarder la valeur automatique. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que cette méthode permet justement de forcer l'affichage. Sinon, il faut sortir de la cellule pour que la modification soit prise en compte, comme on l'a vu avec du texte tout à l'heure. Nous, on veut optimiser ça et indiquer qu'il faut absolument que dès qu'on clique, on va euh, actualiser l'affichage de notre contrôle. Et si on va dans la partie render, ce qui va nous intéresser ici, c'est le petit plus que je vous indiquais. Pour nos fameux emails, je lui indique que moi, dans mon affichage de mon email, je veux avoir mon libellé. Donc, mon libellé, c'est mon email, tout simplement. Je veux que quand je clique sur le libellé, je suis capable de modifier mon email, comme on l'a vu. Je peux modifier mon email. Donc, c'est l'équivalent de la méthode qu'on a vue tout à l'heure. On lui a dit que quand on clique, on commence à éditer le champ. Et à côté, je veux ma petite icône avec la petite icône de mail. Quand je clique dessus, je vais appeler une autre méthode. Donc là, je l'ai appelé Open New Email. Et qu'est-ce qu'on va faire dans l'Open New Email? On va récupérer des informations, en l'occurrence l'enregistrement sur lequel je travaille. Donc il s'appelait comment le petit bonhomme Jim. Je récupère l'ID de Jim qui est exposé au travers du raw data. Donc le raw data, c'est une méthode qui expose une partie de la totalité des données qui sont affichées dans la grille pour un enregistrement. Donc là, je suis capable de récupérer l'ID par défaut et la colonne full name. Alors, je pourrais très bien récupérer l'annual income, etc. Toutes mes colonnes qui sont là, je vais être capable de les récupérer. Par contre, si vous voulez récupérer une autre colonne qui est pas dans la grille, bah voilà, dans ce cas-là, vous allez devoir faire une requête API. Donc à l'extérieur, dans le init ou dans le contrôle, à vous de voir ce que ça impacte au niveau des performances, pardon. Et qu'est-ce que je vais lui faire? Bah, je vais lui indiquer que avec la méthode navigate2 que vous connaissez peut-être, utilisable en JavaScript, entre autres, avec le form context, je vais lui indiquer que je vais ouvrir une page de type entité, donc un email. Je veux créer un email avec ma provenance. Ça permet de pré-remplir le regarding, donc là en l'occurrence. Et après, je lui indique que je veux que ma hauteur prenne 80% de l'écran, la largeur 70%, je veux qu'il soit centré. Euh, et la target, c'est je veux que ça soit une pop-up. Et ensuite, quand je clique sur mon bouton, ça va déclencher avec ces propriétés-là cette méthode navigate2 et pardon, je perds mes mots, appeler la pop-up et afficher tout ça. Maintenant, donc voilà, c'est un petit rendu, hein. Vous voyez que au niveau des codes, il y en a pas énormément. Ça reste assez simple, je trouve. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin que ça pour transformer notre grille classique. Je trouve que déjà, on va dire que ça m'a pris peut-être 2 heures à réaliser. Je trouve qu'on peut aller vachement, on peut pousser le concept assez loin en peu de temps.
Après, en fonction des cas d'usage de chaque utilisateur, vous pouvez améliorer énormément, rajouter des colonnes, enfin, quasiment faire votre presque dashboard au niveau de la grille pour justement, l'idée principale, c'est toujours de maximiser la productivité de vos utilisateurs. Donc voilà pour la partie un peu présentation du code. J'espère que je suis pas allé trop vite. Si on repasse un peu sur les slides, juste pour terminer, des petites pistes pour aller encore un peu plus loin. Premier point, aujourd'hui on est un peu dans la transition de j'utilise l'ancien look and feel ou le nouveau. Donc je vous ai mis un lien justement pour que vos PCF prennent le style du thème qui est utilisé par vos utilisateurs. Donc, comment on peut afficher un champ texte en Fluent UI V8 et en Fluent UI V9, c'est pas forcément les mêmes approches. Donc vous pouvez manipuler ces deux thèmes-là quasiment dans le même contrôle. Parce que j'en ai parlé tout à l'heure, Diana qui a fait un bel ensemble d'articles autour justement des PCF dans les Power Apps Grid avec plusieurs cas d'usage. Elle a notamment utilisé plein d'autres l'autre méthode qui permet, je vais la présenter en 30 secondes juste après, qui permet de modifier la totalité de votre grille. Là, on a vu juste le rendu visuel en lecture salle et en édition d'une cellule, mais on peut aller beaucoup plus loin. La doc officielle, si vous la cherchez, sur comment travailler avec les PCF dans les grilles. Et justement, notre fameuse grille customizer qui permet de tout faire. Là, c'est vraiment si vous voulez réinventer quasiment l'expérience utilisateur de votre grille. Vous avez la main sur la personnalisation des entêtes. Là, on a vu tout à l'heure qu'on avait le nom du champ avec une icône. On pourrait mettre de la couleur, enfin, changer des polices en fonction de l'importance des champs. Enfin voilà, on peut aller très loin. On peut bien sûr modifier les cellules comme on l'a vu. On peut aussi modifier quand la grille va se charger. Au lieu d'avoir le petit rond qui charge, on pourrait très bien afficher du texte, afficher un GIF, je sais pas quoi, pour faire patienter vos utilisateurs si la volumétrie des enregistrements est trop importante. Et bien sûr, parce que ça peut être intéressant aussi, typiquement si on reprend l'exemple de notre ville qu'on surcharge avec le Libsyn, si on n'a qu'un résultat, bah, au lieu de tout simplement écrire le texte classique, il n'y a pas de résultat, bah, on peut personnaliser cette partie-là. Euh, donc voilà, j'espère que je vous ai appris quelque chose, que vous avez découvert des nouveaux aspects de personnalisation de vos grilles et que cette session vous a apporté quelque chose. Et je vous souhaite une bonne fin d'événement. Merci à tous.